Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine dans Dautré. Cette semaine, on vous parle de conseils municipaux. Nous avons assisté au conseil municipal de Lanoret, de Sainte-Geneviève-de-Berthier et de Saint-Ignace de Loyola. Nous vous présentons aussi une entrevue complète avec M. Yves Perron, donc sur la situation, qu'est-ce qui se passe à la Chambre des communes à Ottawa et des demandes du Bloc québécois. Et on a parlé aussi d'un organisme qui s'appelle Parrainage civique. Cette émission, cette entrevue vous relate un petit peu c'est quoi Parrainage civique, leur vision, leur mission et l'invitation à avoir des nouveaux bénévoles, donc du recrutement de bénévolat. Sur ce, passez une belle semaine, une belle écoute de notre 7 semaines de Dans Dautré et on se revoit la semaine prochaine. Bonjour Yves, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Ça va bien. Un gros début de session à la Chambre des communes, oui. Un petit peu de sport. Hein. Je pense que ça a été une rentrée assez olé, on pourrait dire, rock'n'roll un petit peu. Écoutez, oui. Au mois de juin, déjà, c'était spécial. On était rendu qu'on chicanait un peu dans les toilettes. Oui, mais plus que dans les toilettes. Il y a eu des mots encore. Là, particulièrement, tu sais, le chef conservateur, il est baveux. Moi, je peux te dire, il est baveux. Peu importe ce que les gestes des autres personnes peuvent être, je ne veux pas les excuser, mais je peux le comprendre en partie, parce que les insultes qu'il lance, c'est vraiment épouvantable. Puis là, le chef du NPD voulait se battre avec. La semaine passée, c'était... Puis sa gang n'avait pas l'air de le rappeler. J'ai tapé sur le bras de la fille à côté de moi, j'ai dit « Hey, ramenez-le, on n'est pas dans une rue. » Non, c'est un peu... ça n'a pas été très long, puis c'était pas... Ça n'a pas passé proche d'arriver, il ne faut pas qu'on dramatise non plus, mais ça n'a pas de bon sens quand ça se passe dans le Parlement. C'est ça. C'est une garderie, c'est même pas une garderie, je pense que les garderies sont beaucoup plus tranquilles que ça. Est-ce que... C'est un manque de décorum, c'est un manque de respect pour les institutions, c'est un manque de respect, moi je trouve, pour la population. Oui, aussi, qui est là pour travailler. Là, actuellement, il n'y a pas grand-chose qui avance. Mais je vais te poser la question, tu me parles de ça. Est-ce que tu rentres le matin pour aller faire une session parlementaire en disant « encore » ou tu rentres en espérant que ça soit plus agréable? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, bien, ça dépend des jours. Je suis un gars bien transparent. Ça dépend des jours, mais généralement, je rentre en étant conscient du privilège que j'ai de représenter les gens de Berthier-Masquinongé. On est 338 sur 40 millions d'habitants. Oui, je suis d'accord. On ne peut pas prendre ça à la légère. Puis moi, tu me connais, j'essaie toujours de faire avancer les dossiers, d'aller sur le contenu, même quand ça chicane, je vais intervenir des fois, pas pour dire arrêtez de vous chicaner, mais pour dire là, on parle de tel sujet, est-ce qu'on peut avancer là-dessus? Et je pense que si on n'est pas là, ça peut être pire. Ouais, c'est un peu comme ça. On pourrait dire, ça n'a pas de bon sens, je m'en vais de là, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on soit là aussi. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Je pense que ça va finir par revenir éventuellement. Moi, j'ai hâte de voir une campagne électorale, que ce soit dans les fêtes ou au printemps. J'ai hâte de voir l'impact d'une campagne électorale sur les intentions de vote aux conservateurs dans l'ensemble du Canada, parce que je pense que les gens vont se rendre compte à qui on a affaire. Bien, c'est ça, je veux dire, parce que, il y a tout un ensemble. Moi, je te dirais, c'est une joute politique. On dit tout le temps qu'il y a de la joute, mais là, c'est devenu intense. Là, quand le NPD a annoncé on ne supporte plus Justin Trudeau, tout le monde a dit hey, ça y est, les élections vont commencer. Puis, bon, il y a eu... On déçoit beaucoup de monde présentement. Oui, mais regarde, on va en reparler, on va en parler de la situation. Mais dans le sens que je veux dire, c'est que il y a eu, puis je pense que, tu me dis on déçoit, mais moi je te répondrais pas on déçoit. Pas la blague, non, mais moi je vais dire, il y a certains premiers ministres. Là, on déçoit les conservateurs, ça c'est sûr. Les autres, ils aimeraient ça. Mais c'est pas sûr que c'est ça que veut la population. C'est pas sûr que. C'est ça que tu viens. Je suis convaincu que c'est pas ça que veut la population. Puis nous, c'est des coûts, là. À un moment donné, on arrive, on dit c'est de l'argent. On s'est assis, là, puis on a réfléchi, on dit bon, comment on prend ça? Puis là, dans le fond, on vient de rétablir le mandat qui avait été donné en 2021. D'être un gouvernement minoritaire. Le gouvernement minoritaire, là, ça veut dire qu'on vous donne le pouvoir, mais on ne vous fait pas assez confiance pour vous donner le plein contrôle. Faites des compromis avec l'opposition pour voter des lois raisonnables. C'est ça qu'on est supposé de faire. Fait qu'on a regardé et on a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut demander? Encore ce matin, un autre média me demandait, mais pourquoi vous êtes pas allé sur l'immigration, et ainsi de suite. On peut aller sur l'immigration et dire, donner tous les pleins pouvoirs à Québec en immigration, on va voter la semaine prochaine pour aller en élection. Ou on n'ira pas, parce que le NPD va voter avec les libéraux. Parce que c'est encore pire que les libéraux au niveau centralisation. C'est ça, oui. C'est une game, là. C'est sûr que c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parlera pas jamais. Mais là, on a regardé, OK,
C'est quoi les gains raisonnables, réalistes, qu'on peut faire pour notre monde? Qu'est-ce qui est assez avancé, qui a l'appui des députés de la Chambre? Ça, c'est un autre facteur. Ouais. Tu sais, on ne peut pas arriver avec quelque chose qu'on sait que plus que la moitié des députés de la Chambre ne sont pas d'accord. On sait qu'on ne l'aura pas. On n'a pas l'air sérieux. Là, on dit, regarde, la gestion de l'offre, ça fait 5 ans. C'est ça. Tu sais, la gestion de l'offre, tu en as parlé. Là, il y avait même un article dans la presse, puis tout ça. Il faut que ça passe. Là. On a témoigné au Sénat cette semaine. Tu sais, ça fait plus qu'un an qu'il est au Sénat, c'est pas normal. Est-ce que ça s'est bien passé? Relativement, sauf que l'opposition est très ferme. Puis le président et le vice-président sont d'anciens négociateurs internationaux. Puis eux autres, ils prennent ça personnel, ils ne veulent rien savoir. Ils ont tous les deux promis qu'ils allaient tuer le projet de loi. OK. Tu sais, quand tu parles mais de ça, démocratie... tu le savais un petit peu Oui, avant? je savais, sauf que nous, ce qu'on... Puis moi, ça ne me dérange pas de me faire contester. Vous pouvez aller voir le clip, là. Ça s'est super bien passé. On a été vraiment bons. J'étais accompagné du parrain du projet de loi, l'Ontario, puis Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est notre expert en commerce international, en langage commun. On dit on est vraiment performé, là. Et l'opposition est là pareil. Moi, je m'attends à ça, c'est normal. Puis il y a des gens qui sont contre, c'est correct. Sauf que le vote à la Chambre des communes, 262 pour, 51 contre, c'est 80% des députés à peu près. Je ne vois pas une Chambre de non-élus décider que c'est pas bon, finalement, nous, on possède la vérité absolue. Oui. On décide que c'est pas bon. C'est ce qui se passe actuellement. Okay. 2, 3 individus. Puis ça, les gens à la maison, pensez-y, le Sénat, là, quand je vais vous parler d'indépendance dans 2 ans, pensez-y, là. 40 millions d'habitants au Canada, une démocratie, 80% des députés votent en faveur. Puis là, il y a 2, 3 personnes qui décident que non, nous, on le sait, on possède la vérité, on dit que c'est pas bon, on va bloquer ça, ça n'a pas de fichu bon sens, puis j'ai d'autres mots qui me viennent en tête. Mais tu pourrais prendre des termes de Poilievre, là. Oui, mais je fais l'expérience. Fait que, dans le fond, c'est ça que j'explique. Donc, on a dit, ben là, moi, on pense que les libéraux peuvent parler de leurs sénateurs, ils ont nommé 80% des sénateurs. Là. Ils ont la majorité présentement? Oui. Faites-nous sortir ça. C'est supposément indépendant, mais on sait très bien qu'il se passe. Donc là, on dit, faites-nous sortir ça. On l'a voté, tout le monde est d'accord. Vous êtes d'accord. La ministre Bibeau va donner officiellement son appui à l'époque, tu te souviens. Faites-nous sortir ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les pensions vieillesse. De 65 à 74 ans, les gens, ils ont aussi de la misère avec le niveau du coût de la vie. Puis c'est une injustice que le gouvernement libéral a créée en 2022 quand il a augmenté la pension juste à 75 ans. Nous, on dénonce ça depuis ce temps-là. On a présenté un projet de loi, notre porte-parole, Andréane Larouche, a présenté un projet de loi là-dessus. Il a été voté majoritairement à la Chambre des communes. Il est allé en comité. En comité, ils l'ont voté unanimement. Là, on vient de le voter en Chambre unanimement. Le seul problème qu'il y a avec ce projet de loi-là, le piège que nous, on voit venir, puis qu'on ne veut pas tomber, dans lequel on ne veut pas tomber, on ne veut pas non plus que la population tombe dedans, c'est que, vu que c'est un projet de loi qui provient d'un député, Andréane Larouche, et que c'est un projet de loi qui entraîne des dépenses pour le gouvernement, 3 milliards par année, il doit avoir l'appui du gouvernement. On appelle ça la sanction royale. Ça, c'est pas automatique. Même si tout le monde vote en chambre pour, ils peuvent faire des beaux clips, regardez, on est beau, on est fin, on a voté pour, puis là, on a déclenché l'élection, c'est pas arrivé, s'ils n'ont pas donné la sanction. Donc, on a dit que vous êtes capable de donner la sanction. Après ça, il faut que ça parte au Sénat. Comme pour le 282. Comme pour le 282, il faut que ça se passe plus vite qu'un an, on s'entend. Puis que ça sorte. Puis qu'on revienne, puis qu'on le vote. Fait que, il y a de l'ouvrage, mais c'est possible. Là, tu as passé, tu reviens te reposer un petit peu dans ton côté. Non, mais qu'est-ce que je veux dire? Mais là, ça recommence. Là, la semaine prochaine, c'est reparti encore. Oui, on sait la semaine prochaine, une grosse mobilisation qu'on prépare pour la semaine prochaine pour nos aînés dans la campagne sur la colline. J'essaie de mobiliser le monde agricole aussi pour nos 2 projets de loi, pour les faire avancer, pour démontrer au gouvernement qu'on est sérieux, démontrer aux sénateurs qu'on est sérieux, puis les obtenir, ces gains-là. Fait que oui, on retourne, lundi, c'est la journée de vérité et réconciliation. Donc c'est ça. À partir de mardi, on retourne, on siège, la prochaine relâche à partir du 14 octobre. Donc nous, avant le 14 octobre, on s'attend à voir... notre deadline, c'est le 29, il faut que ça allait bouger d'ici le 14, évidemment, si on veut que ça soit réglé le 29. Là. Il y a des choses qui ne sont pas sérieuses. Le comité sénatorial, ce que je mentionnais dans le comité d'aujourd'hui, c'est que là, ils ont fait 2 séances sur C282, la gestion de l'offre, la semaine dernière. Puis cette année, ils reprennent une étude de long cours qu'ils ont fait pendant plusieurs mois déjà l'année dernière sur les relations avec l'Afrique. J'enlève rien avec l'Afrique. Je ne veux pas dire que l'Afrique, c'est pas important.
Mais des projets de loi, quand ils sont votés par une majorité démocratique, je pense que ça devrait passer en premier. Ben. Puis l'Afrique, on pourrait le terminer, surtout si on ne défait pas le gouvernement fin octobre. Tu sais. Okay. Là, j'avais lu aussi, je ne sais pas si tu es capable de. Capable de me dire. Là, s'il y aurait des élections, s'il y aurait une fermeture, donc en fait, j'ai lu aussi que le projet de loi ou l'idée de changer les taux de cotisation pour les gains de capital, ça tombe aussi, là, parce que c'est pas réglé. En fait, tous les projets de loi qui ne sont pas finis tombent. Ça, c'est un projet de loi, c'était pas dans le but. C'était dans le budget. Oui, mais c'était une annonce au printemps, puis on n'a même pas le projet de loi final. Nous, on s'est élevé contre certaines choses. Mais il ne disait pas que ça commençait en juin. Un faible salarié qui a acheté un duplex pour assurer sa retraite, on a dit ça n'a pas de bon sens, tu ne vas pas y enlever ça. T'sais, il faut créer des mais c'est correct d'imposer les plus riches aussi, il faut faire attention. Mais ça ne commençait pas en juin automatiquement, ils n'ont pas mis une clause de juin? Oui, mais la loi n'est pas votée. Okay. Fait que c'est un peu compliqué, là. Donc, mais puis on attend encore les détails. T'sais, on a des inquiétudes pour le transfert des entreprises agricoles, un paquet de choses comme ça. Puis là, évidemment, d'un côté, tu as les conservateurs qui disent « c'est pas rentable, ça prend mieux ». Puis là, il y a nous autres qui disent « ben là, on va recevoir le projet de loi avant, on va le regarder, on proposera des amendements s'il faut. Puis après, on dénoncera si c'est pas bon. Ben non, on le sait pas. Okay. Fait que non, c'est pas, ça tomberait effectivement. Ça tomberait effectivement. Ouais, ça ne veut pas dire que le gouvernement ne le reprendrait pas, mais ça tomberait. Je te ramène sur un dernier point qui est plus local, tout ça. Dans le coin ici, ben, au mois d'août, on a eu beaucoup de difficultés avec l'eau, avec les bons. Là, il y a des, je ne dirais pas des confrontations, mais encore là, des gros enjeux, parce que là, on parle de zones inondables, on parle de l'érosion des berges, puis tout ça. Est-ce que ça se réconcilie? Parce que là, beaucoup présentement, la problématique qu'on a au provincial, c'est qu'ils veulent déterminer des zones inondables, mettre des choses, puis tu vas en avoir entendu un petit peu parler. Je connais bien le dossier à cause de mon truc sur l'érosion des berges. Non, mais c'est ça, mais est-ce que c'est ces deux amalgames qui se tiennent, ou au bout de la ligne, ça peut créer encore là des conflits, des choses, parce qu'on sait qu'à Berthierville, selon les cartes, il n'y a rien de décidé, il n'y a rien de fait. On est sur le bord du fleuve, donc le fleuve, c'est fédéral. Ils disent, bon, c'est rendu que le centre-ville serait zone inondable. On parle avec Alain Goyette, du POC. Qui est un leader régional en passant dans ce dossier-là. Moi, je suis très content d'avoir Alain dans le dossier de l'érosion des berges. Il est surprenant, je dois t'avouer. C'est un gars qui est travaillant, qui est devenu rapidement un expert là-dedans. Puis, nous autres députés à 36 municipalités, là, on veut bien être partout. Mais on a besoin de gens comme Alain. Je le salue s'il nous écoute. Non, il est très bon. Puis merci d'être là. Mais tu comprends que c'est ta question, elle est très vaste. Elle est très vaste, parce que là, tu parles de zones inondables, mais tu parles d'érosion des berges, puis ça se rejoint au bout de la ligne. C'est plusieurs dossiers différents qui ont un point commun. On parle de l'eau, puis on parle de l'aménagement du territoire avec le changement climatique. Donc, les zones inondables, c'est le gouvernement du Québec qui a décidé d'augmenter les zones inondables, puis de mettre des conditions, ça cause beaucoup de contestations. Oui, c'est quelque chose. Okay? Puis là, les inondations du mois d'août, c'était complètement différent. C'est que les cours d'eau importants qui causent des problèmes d'habitude n'ont pas causé de problème nécessairement. Le fleuve était bas, à l'île du Pas, il y a zéro dommage. C'est la rivière Bayonne. C'est la rivière Chicot, la petite rivière du Loup. Mais ça fait de l'érosion des berges, il y a des maisons qui ont perdu. Puis il y a des endroits où il y a eu des travaux, puis les cours d'eau ont été déviés, puis là, on voit que la nature veut retourner là. Mais moi, je pense qu'il y a une leçon à apprendre de ça, puis je ne porte pas de jugement, mais nos prochains aménagements, il faut regarder la nature où est-ce qu'elle est. Pensez à un espace vital des cours d'eau. Un cours d'eau qui coule comme ça, c'est pas vrai qu'il va rester tout le temps comme ça. Non. Ça se peut qu'il soit là quand même à certains temps de l'année. Donc là, on va falloir qu'on arrête de se construire là. Mais il faut respecter aussi les gens qui sont déjà là. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut offrir des délocalisations, c'est complexe là, la question. Là. Puis c'est vraiment, les zones inondables, c'est vraiment Québec qui le gère. Sur l'érosion, dans les territoires, c'est Québec aussi. Nous, notre intervention, elle porte sur la voie maritime du Saint-Laurent. Tu sais que là, ils sont en train de regarder pour faire des travaux sur les déversements. Puis ça va avoir un impact, ça va augmenter le niveau des cours d'eau, ça va augmenter les possibles. Nous, on dit, le fédéral a une responsabilité là-dedans, parce que sa voie navigable qui lui rapporte des centaines de milliards de dollars par année en commerce, c'est cool. Je pense qu'il y a une partie de ça qui revient aux citoyens pour qu'on puisse aménager nos berges et s'adapter comme il faut. Mais protéger aussi les acquis. Tu sais, moi, c'est un petit peu ça aussi que je trouve dommage. T'sais, oui. Il y a bien des gens. Mais tu sais, c'est une question extrêmement complexe. Puis les cours d'eau, il n'y a rien de plus compliqué.
j'ai d'autres lacs intérieurs dans la circonscription, puis les maires veulent réglementer. Puis tu sais, les berges sont à la municipalité, la navigation c'est fédéral, mais le fond de l'eau est à Québec. Ah non. Amusez-vous. Oui. Puis là, ben, quand tu mets une borne à tant de pieds, ben là, c'est plus tel gouvernement, c'est un autre. Puis c'est un peu comme au fédéral. À chaque dossier que tu vas trouver, il y a 3 ministères impliqués. Puis là, tu parles au chef de cabinet, ou ben ça, c'est pas nous autres, c'est l'autre. Là, tu rappelles à l'autre. Ben ça, il faudrait aussi parler au troisième. Puis là, finalement, c'est jamais de la faute à personne, puis il n'y a rien qui avance. Tu sais, les juridictions, là. Mais on a des gens qui sont bien actifs. On a parlé d'Alain, tu sais, j'ai parlé de Mario Frigo à Saint-Gabriel. Ouais, il y a plusieurs maires qui sont bien engagés, André Villeneuve à la Nouvelle, qui a un leadership extraordinaire dans ce dossier-là aussi, qui est à l'origine, en fait, des études qui ont été payées par les municipalités. Tu sais, en fait, je les salue, toutes les 36, là, parce qu'ils font surtout suite au mois d'août. Ben oui. C'est dans des circonstances comme ça qu'on voit qui est au front, c'est nos élus locaux. Mais les cours d'eau, c'est une question complexe, on n'a pas fini de la régler demain. Le petit bout que moi je peux faire, c'est aller chercher de l'argent du fédéral. On continue à pousser là-dessus. Mais sinon, comme société, il faut aussi qu'on apprenne à regarder où la nature, comment elle agit, puis s'ajuster autour. Puis un dernier sujet que je vais te revenir, Dominique, le fameux 3 jours des fonctionnaires au gouvernement. Parce que ça, tu sais, il y a eu, moi, qu'est-ce que j'ai lu, peut-être je ne l'ai peut-être pas lu assez, beaucoup d'entreprises, beaucoup de pays maintenant, ils ont dit la pandémie est finie, on comprend que le télétravail c'est bon, mais on comprend qu'on devrait avoir une norme de 3 jours. Je sais qu'il y a une grosse contestation au niveau des employés fédéraux. Est-ce que vous autres, vous le ressentez? Nous autres, directement, non. C'est sûr qu'on a été interpellés par les fonctionnaires fédéraux. Nous, ce qu'on a pris comme position au départ, c'est de dire, écoute, c'est de la régie interne, là, décider si c'est 2 ou 3 jours, ça appartient pas aux députés qui vont décider quel ministère fonctionne comment. Sauf que la façon dont ça a été fait, c'est amené drastiquement, sans consultation, sans négociation. Ça, on l'a contesté. Fait que ça, on a dit, écoute, ça, c'est pas correct. Maintenant, est-ce qu'il doit être 2 jours ou 3 jours? Moi, je te dis honnêtement, pour me taper le trafic à Ottawa, peut-être j'aimerais mieux 2 jours, personnellement. Mais sinon, chaque organisation peut voir ses besoins. Mais moi-même, au bureau, Daniel, là, on est 4 employés au total. J'en ai 3 au bureau à Louisville. Je ne les envoie pas tous les jours au bureau. À la taille de circonscription qu'on a. Moi, je comprends. Ils ont 1 heure de transport, puis j'ai de l'efficacité en faisant du télétravail. Puis le bureau, ce qui est important, c'est que le bureau est toujours ouvert en semaine, puis que les gens peuvent se faire répondre rapidement. Ça, c'est la base. Dans le fond, ça devrait être la même chose au fédéral. C'est ça, mais c'est une question Est-ce que les services, c'est ça. Fait que si eux autres, dans leur analyse interne, ils ont évalué que l'efficacité était altérée par trop de télétravail, puis ça prenait 3 jours, ça leur appartient, c'est leur organisation. Moi, c'est pas à moi de dire ça. Sauf que moi, ça roule bien. C'est sûr qu'on a une petite équipe. On a une petite équipe, puis on sait qu'en politique, les gens travaillent beaucoup. Il y a beaucoup d'implications. On ne compte pas les heures. Disons que tu peux pas du calculer. Bon, ben je te remercie, Yves. Ça fait très apprécié. On va te suivre encore en chambre et partout. Suivez ça. On a encore posé des questions aujourd'hui. C'est Luc Taylor qui a fait sa gestion de l'offre. On l'a fait hier. Aimant la politique, je l'assume. Je trouve ça une belle joute. Ah oui. C'est un peu. C'est du gambling, là. C'est vrai, mais c'est du gambling présentement. Mais c'est palpitant en même temps. C'est super. C'est le fun d'être là-dedans. Il faut qu'on travaille beaucoup pour faire passer nos projets de loi. On pousse, parler au groupe, la mobilisation, tout ça. C'est beaucoup de travail derrière ça. Mais c'est passionnant. On aime ça. On aime ça être à votre service. Puis on espère qu'on va pouvoir livrer quelque chose. Moi, c'est ça mon plus grand souhait. Aller en élection, c'est correct, nos sondages sont bons, il n'y a pas de problème, mais il me semble qu'on peut faire quelque chose. Oui, c'est ça. Tout fait tomber, c'est ça qui est moins intéressant. On verra. Bon, ben je te remercie. Merci. Merci beaucoup. Salut tout le monde. C'est quoi le parrainage civique? D'où ça vient? C'est quoi la mission? Notre mission au parrainage civique, nous, dans la Nodière, c'est vraiment de favoriser la participation sociale des personnes vivant avec une incapacité permanente, et ce, en créant un lien d'amitié avec un bénévole. Dans le fond, on va mettre un bénévole avec un filleul qui vont ensemble faire des loisirs et des sorties ensemble, puis créer un lien d'amitié pour briser l'isolement de cette personne-là qui a une incapacité
Quand vous parlez des handicaps, c'est quelle sorte d'handicap? Une personne en chaise roulante, fait qu'on a les handicaps physiques, différents handicaps physiques. On a des personnes en santé mentale, on a des personnes en déficience intellectuelle. Des fois, on a des personnes aussi malentendantes et non-voyantes. Tout handicap, dans le fond, qui va permettre à la personne souvent, pas permettre, mais qui va souvent s'isoler parce qu'elle a un handicap permanent, ben c'est d'avoir quelqu'un qui va l'accompagner et faire des sorties avec elle. C'est ça. Donc, ça s'adresse à des personnes qui sont handicapées de tout âge. Oui, on en a, je vous dirais, ça part de. Souvent, ça va être après, on peut prendre en bas, là, 8 ans, 9 ans, jusqu'à 99 ans. Mais jusqu'à 21 ans, les parents, souvent, vont être dans leur routine, embarqués. Fait que souvent, c'est après 21 ans, quand là, l'école finit. Souvent, c'est ces appels-là qu'on va avoir de parents qui vont nous dire, ben, mon enfant est isolé, moi, je veux continuer à travailler. Fait que souvent, ils vont nous demander, pouvez-vous faire de quoi pour nous? On va mettre des choses en place à l'entour. Okay. Est-ce que c'est associé à une forme de répit pour... Pas un répit, mais souvent, nous, on va travailler pour le filleul, pas pour le parent, mais quand même, on va référer alentour de nous à aller vers différentes autres associations qui vont aider les parents pour avoir du répit. Parce que c'est pas notre rôle à nous. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'être pour la personne qui a besoin d'accompagnement. C'est un accompagnement ludique, on pourrait dire, dans le sens que... Oui, on pourrait le dire de même, mais tu as des gens aussi, des fois, qui veulent avoir des rendez-vous médicaux. Encore là, on va les envoyer vers d'autres associations. Nous, c'est vraiment le loisir là, qui va être... ou ben, ça peut être aller faire l'épicerie aussi, ça peut être juste d'aller s'acheter des nouveaux vêtements, ça peut être différentes choses qu'il faut qu'ils soient accompagnés puis que c'est plat tout ça. Dans le fond, le jumelage, c'est eux qui vont décider ensemble parce que, tu sais, souvent, c'est des personnes autonomes quand même chez eux. Fait que ils vont être, c'est eux ensemble qui vont décider quoi qu'ils vont faire. Comme vous puis moi, si on déciderait d'aller prendre un café puis qu'on était mis. Parfait. Ça implique que vous devez faire des jumelages, que vous avez comme deux listes à gérer. Vous avez des besoins et vous avez des personnes qui veulent donner des besoins. C'est un petit peu... Comment se fait ce jumelage-là? Là? Bien, dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est que quand le bénévole arrive chez nous, on va passer des antécédents judiciaires, on va passer un questionnaire pour savoir si le bénévole, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des personnes qui sont souvent seules, fait qu'on va les protéger, hein, fait qu'on s'assure que les bénévoles ont passé des entrevues au poste de police. Après ça, on va avoir... on fait la même chose avec le filleul aussi. Autant au niveau du filleul, vous vérifiez ses besoins, vous vérifiez... Comment je pourrais dire, c'est loisir, Ben, qu'est-ce que le filleul veut exactement? Oui. Tu sais, quand il vient passer l'entrevue, ses besoins à lui, c'est quoi? On va demander. Après ça, on va essayer de regarder dans on n'a pas une grosse banque de données de bénévoles. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une banque de données de bénévoles. On va regarder pour qu'il y ait les mêmes intérêts que le bénévole qui veut s'inscrire au parrainage civique pour faire un bon match, qu'il y ait les mêmes intérêts, les mêmes goûts et qu'ils veulent faire les mêmes sorties. Puis en même temps, ben, ils vont se découvrir d'autres affinités ensemble. Fait que c'est comme ça fonctionne. On va lui demander de prévoir une première sortie. Bien souvent, c'est pour jaser. Fait que, ils vont aller prendre un café ensemble. Après ça, on fait un retour, on fait des suivis à tous les mois jusqu'à temps que le jumelage parte bien. Là. Des fois, on n'a même pas besoin. Là, la chimie, si on a bien fait notre travail, la chimie passe bien. On a choisi les bonnes personnes. Fait que s'il y a de quoi, ils peuvent toujours nous appeler. Puis nous aussi, on les appelle parce qu'on les voit aussi des fois dans certaines sorties qu'on fait ou dans nos cafés. On fait des cafés Zoom. C'est ça que ça veut dire. Il y a des activités aussi, des activités de réseautage. Est-ce que vous faites des activités à ce niveau-là? Ça. Ouais, fait que après ça, ben, on les voit là, tu sais. Mais la plupart des sorties sont faites entre les filleuls et les bénévoles qui vont choisir d'aller faire des activités ensemble. Ça va être quelques petites choses qu'on met en place alentour en même temps qu'on peut faire le suivi et des appels téléphoniques. Puis ils peuvent nous joindre en Zoom quand ils veulent, tu sais, s'ils veulent s'inscrire ou ils veulent me parler avant. Ils ne se gênent pas. J'envoie le lien Zoom, on se parle, puis ça va bien. Est-ce qu'on peut quantifier ce qui est fait comme travail? Nous, on demande un minimum de 3 heures par mois de bénévolat.
pour que le lien se maintienne. Et par année, là, je vous dirais qu'il y a 3 000, quasiment 4 000 heures de bénévolat qui se fait là, en tout avec tous nos bénévoles. On a 160 filleuls d'inscrits et puis on en a, parce que nous, il faut savoir que le nord et le sud, c'est grand la Nodière aussi. Hein? Oui. Fait que je vous dirais que j'ai à peu près 102 filleuls dans le nord, puis 66 à peu près dans le sud. Vous voyez déjà l'écart que dans les Mascouche, Terrebonne, il y a plus d'activités, puis vous voyez tout de suite dans le nord, par le nombre qu'on a, qu'il y a moins d'activités à faire. Fait qu'en tout, puis ça veut dire qu'on a à peu près 60 jumelages, on a à peu près 108 personnes qui attendent d'avoir Oh, c'est beaucoup, oui. oui, des bénévoles. Comme je vous dis, c'est selon la région. Si on prend le nord, Terrebonne, Mascouche, Repentigny, qui a plus d'activités, ben c'est plus facile. Après ça, je vous dirais que, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin, par exemple. Puis, je vous dirais qu'on a plus de bénévoles femmes que de bénévoles hommes. Alors, j'invite les hommes à venir faire du bénévolat. On va mettre les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes la plupart du temps. Des fois, il y a des cas exceptionnels. C'est une personne filleule qui va être jumelée avec vous. Est-ce que vous avez des vieux jumelages? Est-ce que vous avez des gens qui, ça va faire plusieurs années que vous dites, mon Dieu, cette personne-là, comme bénévole, ça fait déjà 15 ans qu'elle est avec la même filleule, 20 ans. Est-ce qu'il y a beaucoup de continuité qui se passe comme ça ou au fil des années, ils deviennent presque membres de la famille? Là? Bien, je vous dirais qu'il y en a un, ça fait 20 ans. La plupart, ça fait longtemps qu'il est là, ce jumelage-là. Je vous dirais que des fois, ça va durer 5, 6, 7 ans, d'autres moins longtemps. Ça dépend aussi. Tu sais, dans notre vie, des fois, ça change. Le filleul, il pogne son envol. Des fois, où, les gens vont déménager ou ben non. Ben, j'en ai qui ont déménagé et les bénévoles ont suivi de façon qu'ils s'appellent encore, ils se voient encore moins, mais ils se voient pareil. Je vous dirais, tu sais, on dit souvent au parrainage civique qu'on est des créateurs de bonheur. Oui. Parce que quand les gens arrivent, tu sais, des fois, c'est peut-être la seule personne qu'ils vont avoir dans la semaine l'appel de ce bénévole-là, ou ben non, quand le bénévole va le voir. Oui. Mais j'en ai qui se voient tous les semaines. Tu sais, c'est vraiment des amis, là. Vous avez quand même une équipe au niveau local. On parle de combien de personnes, vous, en soutien développement, mais il doit y avoir d'autres personnes qui sont avec vous, là. Oui, il y a Solange Sourdif qui est dans le nord. Madame Sourdif fait tout le nord au complet. Et j'ai Madame Scrive, Mélanie Scrive, qui est au sud. On a Carole Lépine, qui est notre directrice, qui est le point de la maison mère est à Joliette. Vous avez des numéros, puis vous pouvez aller sur notre site web aussi, qui est le www.parrainageciviquelanaudière.ca. C'est facile. Vous pouvez envoyer un petit message, ça m'intéresse, il y a une place. Nous, on reçoit ça et on vous rappelle. D'accord. On va parler, en terminant, un peu de la fameuse journée du 25 septembre. C'était une semaine nationale de sensibilisation au parrainage civique qui a eu lieu. Est-ce qu'il y a eu des activités plus particulières, là? Bien, le but de faire cette journée-là, c'est de faire connaître le parrainage civique pour que les gens dans chaque région ou dans leur coin, comment on peut faire du bénévolat au parrainage civique. Il y a des places qui ont eu, c'est des soupers, d'autres qui ont eu nous, c'était une journée de quai avec nos filleuls et nos bénévoles qu'on a eu à Joliette, au salon de quai Babé. Après ça, il y a eu d'autres places qui vont faire toutes des activités pour faire connaître dans leur région le parrainage civique. Il fêtait le 10 ans cette année. Ça, c'est notre regroupement parce qu'on est dans le regroupement du RQPC qu'on appelle, le regroupement québécois du parrainage civique. Fait qu'une fois par année, qui est le 25 septembre, chacun dans sa région va faire des activités qui vont faire connaître chacun leur mission, parce que les missions sont différentes dans différentes places. C'est ça. C'est comme on disait au début, c'est ludique. Dans le fond, tu n'as pas de pression, tu t'en vas seulement pour la personne. Tu n'as pas à gérer tout l'aspect musical, toutes les contraintes qu'il peut avoir. Toi, tu vas là pour la personne, puis tu vas là pour l'y aider. On va payer un certain kilométrage, là, puis le filleul va en payer un certain
kilométrage. Je pense que le fioul, c'est 10 sous du kilomètre, puis nous, on en paye aussi là, pour certaines activités, là, selon l'entente qu'il va y avoir avec l'intervenante. Mais je vous le dis, c'est de quoi faire. Puis ça ne coûte rien d'appeler ou appeler les filles, si vous appelez à Solange, dans le Nord, qui fait Joliette, les environs, là, même plus grand, elle en a beaucoup, la Valtrie, tu sais, ça se promène. Vous pouvez appeler au 450 834 1728. C'est Solange, Madame Sourdif. Et puis, vous pouvez appeler dans le sud, qui est le 450-417-0922, qui est Mélanie Screeve. Puis, il y a toujours moi que vous pouvez appeler pour avoir des informations. Ça ne coûte rien, ça, s'informer. C'est le 438-838-7230. Vous m'appelez, puis ça ne coûte rien. Je vous le dis, là, on est une belle équipe. La seule affaire qui peut arriver, c'est qu'on va avoir du fun au téléphone en vous répondant. Vous faites bien votre travail, vous êtes très bonne en soutien-développement, une bonne vendeuse. Là. On va espérer que ça porte fruit, que cette semaine, les gens vont être encore plus intéressés à s'embarquer dans ce genre de bénévolat. Puis, on vous souhaite longue vie parce que je pense que vous êtes important dans l'écosystème ici de la région. Bien, vous aussi, Mme Yvon, puis je sais que vous comprenez bien la mission. Je vous remercie beaucoup. Le pont Grandchamp. Vous savez, pendant la catastrophe du 9 et 10 août, le pont Grandchamp a été beaucoup abîmé. Moi, je me souviens qu'à 2 h du matin, j'étais sur la 158 parce qu'il y avait de l'eau jusqu'à la 158. Puis je suis venu à bout d'éclairer le pont Grandchamp, puis je voyais passer l'eau au pont, sur le tablier du pont, c'est débile. Puis ça s'est beaucoup miné dans les 4 coins, fait que le pont était fermé. On pensait que c'est fermé pour une bonne petite secousse parce que les 4 coins étaient maganés. Le ministère du Transport est venu réparer la semaine passée, puis il a été réouvert le lendemain après une inspection par l'inspecteur du ministère. Donc, la municipalité remercie le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la rapidité et la qualité des travaux effectués lors de la réparation du pont Grandchamp suite aux inondations du 9 et 10 août dernier. Nous proposons un second Alain Laferrière avec M. Cloutier. C'est bon? Oui. Accepté à l'unanimité. En 4.2, contrôleur animalier, la municipalité a fait la demande de 3 offres de services pour le contrôle animalier sur son territoire. On a reçu des offres de services de 2 entreprises, le Carrefour canin de Lanaudière et SPCA Refuge Mon Animaux. La municipalité accorde le mandat pour le contrôle animalier sur son territoire pour la période du 1er octobre au 31 août 2025 à SPCA Refuge Mon Animaux au coût de 14 400 taxes incluses. C'est un peu moins cher que l'an passé, puis c'est un prix forfaitaire, ça ne coûte pas plus cher que ça. M. Burel propose, secondé de M. Cloutier. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. En 4.3, le Centre d'action bénévole, la CABA, tout le monde le connaît, la municipalité accorde un don de 1 000 $, au Centre d'action bénévole, la CABA. C'était le lancement de la campagne de financement de la semaine passée, auquel j'ai assisté. C'est un organisme important dans la région, puis chaque année, on donne un don à la CABA. M. Bailleur propose, avec M. Darvaux, accepté à l'unanimité. En 4.4, aux travaux publics, la direction. Attendu que la municipalité a nommé avec la résolution 130 M. Jean-François Roch, directeur des travaux publics. Ensuite, par la résolution 131, la municipalité a nommé M. Louis-Jean Sarrazin, directeur adjoint des travaux publics. Récemment, il y a environ 10 semaines. Entendu que le 19 septembre, M. Roch a remis sa démission à la directrice générale et greffière trésorière, qui sera effective au 5 octobre. Jean-François nous quitte. Il s'en va à Saint-Jean-de-Mata. Puis il quitte en bon terme tout. Il pense s'améliorer en allant à Saint-Jean-de-Mata, puis il se rapproche un peu de chez lui. Donc, nous, on se réveille de bord, puis M. Louis-Jean Sarrazin, qui nous fait un travail impeccable depuis son arrivée,
La municipalité va nommer M. Louis-Jean Sarrazin à titre de directeur des travaux publics à compter du 5 octobre. Puis, les conditions sont établies dans une entente signée par ce dernier et moi-même, le directeur général, et le poste de directeur adjoint des travaux publics est aboli. Un proposeur de secondaire, M. Burel propose avec M. Laferrière. C'est bon? Oui. Ouais. Accepté à l'unanimité. Un mandat pour Nordico. Évidemment, M. Rock, qui nous quitte, lui, il avait les 4 voulus pour faire la chloration de l'eau potable au bassin à Sainte-Élisabeth, puis faire des tests dans des maisons qu'on fait, je pense, une fois par semaine. Mais là, il nous quitte. Puis M. Sarrazin, il n'a pas suivi la formation encore. Aussitôt qu'elle va être disponible, il va la suivre. Avec un autre, le monsieur qu'on vient d'engager, M. Saint-Cyr aussi. Mais en attendant, il faut mandater la compagnie Nordico pour s'occuper de la chloration et de l'entretien du bassin de la rivière Bayonne Sud à l'entrée de Sainte-Élisabeth où est notre bassin. Puis on le mandate pour le mois d'octobre 2024. On verra après, j'espère que ça va se faire assez vite, mais même là, on veut se donner une chance de contacter des techniciens qui sont accrédités à l'eau potable. Peut-être que celui de Sainte-Élisabeth pourrait nous rendre ce service-là qui serait beaucoup moins cher que Nordico. Mais quelqu'un d'habilité à le faire, on n'a pas eu le temps de se lever le bas pour trouver une personne. Là, on prend Nordico pour le mois d'octobre. Un proposeur de secondaire, M. Bayer propose, M. Laferrière seconde. J'ai vu faire signe, oui. Oui, encore, c'est correct. OK, accepté à l'unanimité. La fête des neiges 2025, que la municipalité mandate feux d'artifice Orion pour les feux d'artifice lors de l'événement de la fête des neiges qui aura lieu samedi 8 février 2025. C'était un succès l'an passé et on veut répéter cette année, mais il faut réserver les feux d'artifice assez de bonne heure. Il s'agit de mandater feux d'artifice d'Orion, qui d'ailleurs est dans notre municipalité. M. Burel propose avec M. Cloutier. D'accord. Accepté à l'unanimité. En 10.2, la halte routière, une demande de soutien financier. Peut-être que je vais l'apprendre à certaines personnes, mais la ministre des Ressources naturelles et des Forêts nous loue la halte routière qu'on a vers l'Honoré, pas loin de la Pépinière. La halte routière est louée à la municipalité. Et entendu qu'on a comme projet d'aménager un petit peu mieux la halte en changeant des tables de pique-nique, en ajoutant des tables de pique-nique, en réparant aussi. Fait que, on veut demander une aide financière au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Un proposeur de secondaire, M. Bayer propose, M. Darvaux seconde. Accepté à l'unanimité. Toponymie des rues. Projet domiciliaire, immeuble Roland-Sylvestre. Considérant que les promoteurs ont soumis les 2 noms suivants pour les nouvelles rues de développement domiciliaire réalisées par les immeubles Roland-Sylvestre incorporés, à savoir les rues Simoneau et Grégoire, que le Conseil est en accord avec les 2 noms proposés, que les démarches seront entreprises auprès de la Commission de toponymie du Québec pour l'approbation des noms choisis. Donc, comme on en avait déjà eu ici avec la rue Les Roses et Félix, il a fallu changer les noms parce que ce n'étaient pas des personnes décédées. Donc là, on a dit, il n'y a pas de problème avec ça. Si toutefois la toponymie gouvernementale dit, on va les changer, ils devront les changer. C'est pour ça qu'on dit qu'à la fin, que les démarches sont entreprises par la Commission de toponymie du Québec pour l'approbation des noms choisis. Je représente un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Point 11, Loisirs Saint-Ignace demande d'aide financière. Okay. Considérant que les loisirs de Saint-Ignace ont demandé le versement de la subvention annuelle de 10 000 $ octroyée par la municipalité, considérant que cette dite somme, 10 000 $ est prévue au budget 2024 de la municipalité, il est proposé par et secondé par et résolu que le montant de 10 000 $ soit versé au comité. Attendre un proposeur. Evelyne Latour. M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord.
Au point 13, offre de services par Nordico. Concernant la formation sur le fonctionnement du traitement des eaux usées, procédé étant aéré. Considérant l'offre de services reçue pour la formation des employés des travaux publics de la municipalité sur le fonctionnement du traitement des eaux usées, procédé étant aéré. Considérant que le temps estimé est de 16 heures et que le coût total estimé avant taxe est de 1 840 $. Les frais de déplacement seront au coût de 0,80 sous le kilomètre. Les analyses de laboratoire seront défrayées selon le tarif du laboratoire. Il est proposé, secondé par, et résolu que le Conseil accepte l'offre de services reçue que les employés des travaux publics suivent la formation telle que détaillée dans l'offre de services. M. Courchaine le propose. Je vais prendre un secondaire. M. Daniel Valois. À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Merci. Demande de dons et commandites. Demande de dons et commandites au point A. Loisirs Saint-Ignace. Demande d'accès à différents locaux. La Comité des loisirs demande de pouvoir posséder des clés pour l'accès au sous-sol de la bibliothèque et du cabanon Cis-au-Dôme afin de les accommoder lors des activités et des événements. Il est proposé par et secondé par et résolu que cette demande est acceptée et que les clés donnant accès au sous-sol de la bibliothèque et au cabanon leur soient remises. J'ai besoin d'un proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Toujours dans les demandes de dons et commandites. B. Loisirs Saint-Ignace. Demande de prêt de salle. Le Comité des loisirs demande le prêt de la salle du sous-sol de l'Église pour la tenue des cours de mise en forme devant se tenir les lundis de 13h15 à 14h15 du 30 septembre au 9 décembre 2024. Il est proposé par et secondé par et résolu que cette demande est acceptée et que leur salle soit prêtée selon l'horaire prévu. J'ai besoin d'un proposeur, Mme Evelyne Nato, M. Daniel Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Toujours dans les demandes. Point C. Âge d'or de Saint-Ignace demande d'aide financière. Le Club de l'Âge d'or de Saint-Ignace demande une aide financière au montant de 300 $ pour aider à la réalisation de leurs activités. Il est proposé par, secondé par, et résolu que cette demande est acceptée et qu'une somme de 300 $ soit versée au comité. Je prendrai un proposant, M. Courchaine, M. Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. D. Panier de Noël, prêt de salle. Mme Nancy Danfos demande le prêt de la salle du sous-sol de la bibliothèque pour distribuer les paniers le vendredi 20 décembre 2024 de 14h à 21h approximativement. Il est proposé par et secondé par et résolu que cette demande est acceptée et que la salle soit prêtée pour la tenue de la distribution des paniers de Noël. Je prendrai un proposeur, Mme Evelyne Nato, M. Daniel Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Donc, je vais demander au directeur général, secrétaire trésorier, M. Maheu, de bien vouloir nous faire l'état de ses réflexions et de ses analyses. Donc, on va commencer au niveau des revenus. Tout d'abord, au niveau des taxes, budget 2024, 6 185 600. Prévision 2024, 6 273 684. Paiement tenant lieu de taxes. Budget 2024, 81 100. Prévision 69 769. Autres revenus de sources locales. Budget 2024, 799 900. Prévision 1 456 135. Subvention gouvernementale, budget 2024. 501 400. Prévision 540 423. Total des revenus, budget 2024. 7 570 000, prévision 2024, 8 340 011. Au niveau des dépenses maintenant, au niveau de l'administration générale, budget 2024, 1 386 300, prévision 2024, 1 392 137. Sécurité publique, budget 2024, 1 627 600, prévision 2024, 1 626 946. Sécurité civile, budget 2024, 41 500. Prévision, 96 258. Au niveau du transport, budget 2024, 1 470 200. Prévision 2024, 1 494 558.
Hygiène du milieu, budget 2024, 1 293 600. Prévision, 1 243 100. Santé, bien-être, budget 2024, 14 300. Prévision, 12 205. Aménagement, urbanisme et développement, budget 2024, 348 900. Prévision, 2024, 472 046. Loisirs et culture, budget 2024, 1 231 400. Prévision 2024, 1 470 407. Frais de financement, budget 2024, 96 300. Prévision 2024, 96 300. Total des dépenses, budget 2024, 7 510 100. Prévision 2024, 7 903 983. Au niveau des autres activités financières, principalement au niveau des immobilisations, budget 2024, 1 142 900. Prévision 2024, 1 704 603. Au niveau des sommes, les différences entre les deux, principalement, il y a beaucoup de dépenses qui ont été prises à même le fonds général au cours de l'année, dépenses pour lesquelles des résolutions du Conseil avaient été adoptées en ce sens-là. C'est ce que j'avais à dire au niveau des États, revenus et dépenses. Merci beaucoup. En fait, ça fait beaucoup de chiffres. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on avait adopté une stratégie différente pour 2024, lorsqu'on a fait le budget en 2023 pour 2024. Et la stratégie était la suivante. On s'est dit, quand il y aura des projets, on va identifier des projets, mais on les taxera pas. Parce qu'on ne voulait pas se retrouver à taxer des projets qui n'auraient pas pu se réaliser en cours d'année. Alors, on a identifié des projets et notre grande surprise, et c'est tant mieux, on a vu qu'il y avait de plus en plus d'entrepreneurs qui étaient disponibles. Donc, il y avait peut-être plus de travailleurs qu'il y en avait auparavant. Mais bref, c'était plus facile d'avoir des entrepreneurs pour faire des travaux. Et on avait convenu, lors du budget en 2023, que à chaque fois qu'un projet se présenterait, on ne l'aurait pas budgété, mais les sommes nécessaires pour le réaliser étaient dans le compte de banque. En gros, là, c'est à peu près ça. Alors, c'est pour ça on prévoit un écart sur le budget de 2024, un écart négatif d'environ 150 à 200 000 $. Mais, je dis mais, il y a quand même un surplus à accumuler de 1,4 million. Il y a un fonds de roulement de 1,5 million, dont, de mémoire, je dirais 800 000 a été accaparé, donc il reste 700 000. Il y a des fonds réservés, donc ça ne pose pas de problème à ce niveau-là. C'était la stratégie qu'on avait voulu mettre en place pour éviter de taxer indûment ou inutilement parce que des projets ne seraient pas réalisés. Alors voilà, c'était un peu le commentaire que je voulais faire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Alors, le directeur général, greffier trésorier, fait une lecture sommaire des états comparatifs des revenus et dépenses au 31 août 2024. En conséquence, proposé à puis résolu que le rapport du directeur général et greffier trésorier concernant les états comparatifs des revenus et dépenses au 31 août 2024 soit approuvé. Avant de passer au vote, juste rajouter un élément, c'est important. On avait la sensibilité aussi au niveau du Conseil en 2023. Vous vous rappelez, il y avait eu une flambée d'inflation, il y avait eu une flambée des taux d'intérêt, l'économie n'était pas sûre, je crois que ça a bien été, et tant mieux, et là on voit que les taux d'intérêt commencent à baisser. Alors, le fait d'utiliser du surplus qu'on avait, bien, ça a permis de réaliser des projets sans alourdir trop le compte de taxes des citoyens. C'était ça l'objectif. On ne voulait pas alourdir davantage le compte. On l'a fait, oui, on a augmenté les taxes, mais de façon modérée, puis on a réalisé ces projets-là quand même. Donc, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de dépenses qu'on a réalisées en 2024 versus un compte de taxes qui était quand même relativement modéré. Voilà, je voulais ajouter ce point-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. 6.2. Adoption du règlement 138-2024 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et la délégation de certains pouvoirs d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et autres règles de délégation. En fait, ce règlement-là, il existe déjà. On l'a tout simplement amené essentiellement, on a changé quelques trucs à l'intérieur. D'abord, on se rappellera, et j'ai omis de vous en parler en début de séance, tantôt dans le suivi de dossier. On se rappellera quand les gens ont vécu le 9 août, on a eu un problème vraiment d'inondation sur le territoire. On parle de 200 demeures minimum qui ont été inondées. Et
le pouvoir de dépenser, actuellement, du directeur général est de 5 000 $. Et les prix qu'on avait pour faire une première collecte des débris coûtaient à peu près, si ça prenait la journée, 6 500 $. Donc, on était déjà dans une situation où on l'a fait quand même. Puis après ça, le conseil a approuvé le lendemain la dépense, ce qui est tout à votre honneur. On est membre du conseil de l'avoir fait. Et sauf que là, on va augmenter. Donc, essentiellement, ce qu'on fait, on vient augmenter donc la possibilité pour le directeur général d'effectuer des dépenses jusqu'à hauteur de 10 000 $ dans certains cas. Mais sachez qu'il nous avise toujours, quand c'est des montants comme ça, on est toujours avisé, le conseil est toujours avisé qu'il devrait procéder. Ça nous évite de faire une extraordinaire pour pouvoir approuver la dépense. Donc, puis vous savez, l'inflation, 5 000 $ aujourd'hui versus il y a 5 ans, c'est pas tout à fait le même montant. Donc, essentiellement, c'est d'augmenter cette marge de manœuvre-là pour le directeur général. C'est aussi, en même temps, on vient définir les rôles des différents responsables des différents départements. Donc, département d'urbanisme, finances, loisirs. On vient définir davantage les rôles. Puis, en même temps, on lui permet aussi de pouvoir de faire quelques achats. C'est pas des montants faramineux. Dans certains cas, on autorise qu'un maximum de 2 500. Donc, ils peuvent procéder. C'est pas normal qu'ils ne puissent pas acheter un truc à 100 $ sans avoir une autorisation, soit de la direction générale. Donc, on lui donne une latitude, mais à ça est attachée une reddition de compte. Donc, ils doivent faire des redditions de compte lorsqu'ils font des achats en utilisant cette marge de manœuvre-là qu'on va leur autoriser, si le conseil est d'accord, bien sûr, à voter ce nouveau règlement-là, ce changement comment dirais-je, les dispositions différentes, si on peut le dire comme ça, du règlement en question. Voilà. Alors, donc, adoption du règlement, à moins qu'il y ait des questions, ça va? Adoption du règlement 138-2024 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et la délégation de certains pouvoirs d'autorité des dépenses, de passer des contrats et autres règles de délégation, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le règlement 138-2024 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et la délégation de certains pouvoirs d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et autres règles de délégation telles que déposées. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujolais. À ma gauche, c'est que sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 10.1, donc 10, loisirs et culture, 10.1, patinoire, entretien. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget maximal de 23 000 $ pour le contrat d'entretien de la patinoire pour la saison hivernale 2024-2025 par la compagnie APS SENC. L'année passée, c'est eux qui se sont occupés de l'arrosage. Et puis, honnêtement, on a eu, je pense, des beaux résultats. Bon, c'est sûr qu'on est toujours tributaire de la météo. On n'y échappe pas, là, mais quand même, les résultats étaient au rendez-vous. Je pense qu'on a eu pratiquement, je dirais, entre 20 et 25 jours de belle glace, ce qui est rarissime avec les météos qu'on a habituellement. C'est très rare d'avoir ça. Donc, on va réitérer cette année. Et on aura aussi, possiblement, on ne fera pas la glace cette année directement sur l'asphalte. On va voir un peu plus loin, là. On va probablement mettre comment on appelle ça? Bon, une toile, tout simplement une toile, parce que l'asphalte noir fait que le soleil va faire fondre l'asphalte, pas l'asphalte, va faire fondre la glace plus rapidement. Alors là, on va mettre une toile par-dessus l'asphalte, parce que c'est en train de se faire présentement, là. La scarification a été faite. Il va y avoir une nouvelle couche d'asphalte qui va être mise dessus. Alors, les jeunes pourront l'utiliser, là. Pas de glace tant qu'il n'y aura pas de neige puis de la glace jusqu'en décembre. Ça va être agréable, on va pouvoir l'utiliser. Et quand l'hiver va arriver, à ce moment-là, on va mettre une toile et l'arrosage va se faire sur la toile, ce qui va permettre d'avoir une glace beaucoup plus durable durant toute la saison. Voilà. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 10.2, École La Source d'Audrey, protocole d'entente. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité un nouveau protocole d'entente avec le Centre de services scolaires des Samars pour l'utilisation des locaux de l'école La Source d'Audrey. Lors de l'agrandissement, rénovation et l'agrandissement, la municipalité et la commission scolaire, le service de la commission scolaire, on s'est entendu pour que la municipalité puisse avoir un local dédié à l'intérieur même des locaux attenant au gymnase. Donc, ça nous permet d'avoir un local où la municipalité qui offre souvent, pas souvent, mais qui offre beaucoup de cours qui puissent se donner là, les gens vont pouvoir
mettre le matériel dans ce local-là qui est dédié, mais vraiment dédié à la municipalité. Donc, il y a aussi tout le protocole d'entente quant à l'utilisation des locaux. Et donc, on va recevoir le protocole d'entente, puis le directeur général et moi-même en prendrons connaissance, mais là, on permettrait que la signature puisse se faire pour régulariser la situation totalement. Le local, je pense, c'est 20 ans ou 25 ans. Donc, la municipalité a réservé le local pour 20 ou 25 ans, pour une modique somme de un peu plus de 200 000 là. Tout ça fait en sorte que, en fait, ils nous ont... C'est au prorata du coût du pied carré de la construction de l'agrandissement. Donc, tout ça se fait selon les règles en vigueur. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. En passant, je disais qu'on a une relation superbe avec le centre de service et avec la direction, donc de l'école La Source d'Autry. Voilà. Demander le vote. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Donc, ça nous amène événements hivernaux budget 10.3. Proposer, appuyer, résolu d'autoriser un budget maximal de 10 000 pour l'organisation d'événements hivernaux, notamment le carnaval. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Ça nous amène à 10.4. Acronyme PAFIL, demande d'aide financière, programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air, d'où l'acronyme PAFIL, demande d'aide financière. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser la directrice du service vie citoyenne à déposer une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air. Donc, dans le fond, c'est une demande de soutien financier qui permettrait à la municipalité, avec ce soutien financier-là, de faire l'acquisition de matériel, justement, de plein air. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Permis de piéton. De quoi parle-t-on? Alors, appuyé. Proposer, appuyer, résolu d'autoriser un budget de 1 500 $ pour les frais reliés au projet permis de piéton. Mme Clermont va vous exposer un peu la situation. Alors, en collaboration avec l'école, ici à la Norée, la Source d'Autry, pour la deuxième année consécutive, il va y avoir une formation au niveau des élèves en sécurité routière, entre autres, comment utiliser les traverses piétonnes. Alors, on va leur remettre, à la fin de leur formation, on va remettre au maternel 1-2 un permis d'apprenti piéton. Et les 3, 4, 5, 6, on va leur remettre un permis piéton. Donc, l'argent va tout simplement pour ces cocardes-là qu'ils vont pouvoir utiliser. Donc, la formation va se faire le 28 octobre, si tout va bien, à l'école directement. Et chaque groupe, chaque élève va être rencontré par groupe. Je pense que c'est pas mal complet. Parfait. Est-ce que vous avez fait la proposition? Je le propose. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime.